Un constat, un combat. Dans un monde où une information en chasse une autre, de crise en crise, toujours ramé dans le présent, bienvenue dans la zone libre pour prendre un peu de hauteur. Dans une société de plus en plus dysfonctionnelle confinant à la dystopie, pour éviter le pire, un constat, un combat. Aujourd'hui, en partenariat avec la revue Disruption, la revue libre de Mars, pour sa deuxième partie. Bonsoir à tous, bonsoir Flavie. Bonsoir à tous, bonsoir David. Je m'excuse au nom de Gauthier, c'est moi qui prendrai sa place aujourd'hui. Je vous parle du Donbass, qui est une zone un petit peu en difficulté. Flavie, nous avions plusieurs points à aborder, des points de politique intérieure, puis de politique étrangère. Est-ce que tu nous fais une petite entrée pour la politique intérieure ? Une petite entrée, je sais pas, est-ce que tu veux qu'on parle du... Qu'est-ce qu'on pourrait parler, de quoi pourrait-on parler en politique intérieure? Il y a tout, les biscottos de notre président, moi j'étais très impressionnée, je trouvais que c'était beau, on voyait les veines saillantes et tout, moi je me sens protégée avec un président aussi combatif. Enfin, il fait un petit peu ce qu'il reprochait à Poutine, hein, c'est un peu les mêmes genres de photos, il manque l'ours ou des choses comme ça. Oui, peut-être un petit point sur le budget. Nous avons tout d'un coup une crise budgétaire dont nos politiques ont envie de tout d'un coup de parler, alors qu'elle est là, elle rôde depuis des années. Nous avons à peu près 3 000 milliards de dettes, un déficit au niveau du commerce extérieur, et là, je crois donc un déficit si tu me permets, budgétaire. Flavie, un point de vue d'Ukraine, parce que moi n'étant pas français, étant dans des circonstances un peu plus dramatiques, votre politique intérieure, elle est un peu étrange d'un point de vue lointain. Plus la situation paraît grave, plus c'est peut-être un esprit français, et là je te taquine un petit peu, tu pourras développer. Plus la situation est grave, plus le gouvernement est nul, plus le boomer est aveugle, et plus le gouvernement fait un spectacle incroyable. On sait que Gabriel Attal se voit être acteur, on sait que Macron faisait du théâtre. Un théâtre qui est mal joué par Bruno Le Maire, qui aurait peut-être dû passer plus de temps à faire des cours de théâtre quand il se fait allumer à l'Assemblée, quand il parle de son budget, justement, pour rebondir. Où il dit oui, il faudra peut-être faire des économies. Et on lui répond oui, monsieur, mais vous êtes au ministère de l'économie depuis 7 ans. On a l'impression quand même que c'est vous qui êtes sous les bombes plus que moi, et de voir une politique intérieure française, qui est très française en tout cas, c'est peut-être le caractère étonnant de la chose, et qui pourtant donne l'impression de la fin d'une fin de règne. C'est assez dur, quoi. C'est un déficit public donc qui va dépasser les 5%. C'est assez étonnant parce que tout le monde était absolument ravi d'avoir un président libéral, très libéral, dans cette attente, en tout cas, de réduction des dépenses publiques, ou en tout cas une meilleure gestion des dépenses publiques, parce qu'il ne s'agit pas de tout réduire, il s'agit en effet de couper dans ce qui est très très mal géré. Et en fait, la dette ne cesse de se creuser. C'est tout le paradoxe de ce libéralisme-là qui ne cesse de creuser la dette. Donc ça, c'est des questions quand même que les Français sont en droit de se poser. Quel est le rapport entre une dette pareille et un libéralisme affiché? Alors c'est vrai que moi, j'ai juste une chose qui me vient en tête, c'est-à-dire que pour maintenir une politique économique qui ne favorise pas l'emploi, qui ne favorise pas forcément l'emploi, il s'agit de continuer à redistribuer en masse pour éviter d'avoir la rue, des gilets jaunes ou autres tous les 4 matins. Donc c'est le paradoxe de ce libéralisme, dit ultra, dit néo, c'est-à-dire que comme il ne favorise que les intérêts d'une caste mondialisée et de grandes multinationales plus que l'emploi en France, plus que l'économie réelle, le paradoxe, c'est qu'il faut creuser la dette pour faire tenir ce système-là. Peut-être. Moi, si tu me permets une réponse, hein, Gauthier se permettait, je suis encore plus gauchiste que Gauthier, donc je me permets de prendre sa place. Moi, j'ai une position peut-être un peu excessive, mais en fin de compte, on essaye de trouver une logique au monde qu'on observe. D'ailleurs, les termes que tu cites très bien dans ton article, qui sera bientôt sur nos réseaux sociaux, un excellent article sur le néolibéralisme et ses déviances, qui est associé au mondialisme principalement. Moi, j'ai tendance à penser qu'en fin de compte,
on vit au jour le jour en Occident, on ne pense plus les problèmes et en fin de compte, on peut plaquer une grille de compréhension sur ce qui se passe. J'ai l'impression qu'en fait, on a des gens qui pensent à 15 jours et au mieux ont un horizon à leur prochaine élection. Oui, Voire, déjà, il y a une pensée électoraliste qui fait qu'on ne veut pas froisser les électeurs, mais je pense aussi que c'est un libéralisme qui s'appuie sur une certaine gauche progressiste, bon, libertaire aussi, on peut dire, mais enfin ça c'est un autre sujet, et donc qui a besoin d'avoir l'assentiment d'une certaine gauche qui est pour la redistribution. Euh, euh, alors que moi je pense que la redistribution excessive est déjà le signe d'un échec économique. oui, Donc c'est le paradoxe, je dirais, de ce libéralisme-là. Mais je peux être d'accord sur le dernier point, mais on pourra faire une émission et un débat profond sur les grandes lignes de fracture et les grandes lignes idéologiques et les grandes écoles qui s'affrontent et éventuellement qui sous-tendent les actions du gouvernement. Si on reste assez prosaïquement sur notre revue de presse, on voit une photo assez amusante d'un Macron qui montre les muscles. On voit un Le Maire qui monte à l'Assemblée et qui crache sur l'entièreté de sa politique. On voit un Attal qui fait la phrase que j'entends sous les bombes ici en Ukraine, gloire à l'Ukraine, gloire à l'Ukraine immortelle. Tout ça paraît d'un théâtre peut-être trop français et trop déconnecté de la réalité. Je sais pas toi qui es parisienne, qu'est-ce que toi tu en penses? Moi, je trouve ça abasourdissant. Et quand on lit un peu la presse étrangère, la France est la risée du monde, quoi. Parce que même au sein de l'OTAN, qui veut du discours de Macron? On reviendra après sur l'éviction de Nuland, mais on voit quand même que la politique internationale bouge et elle ne bouge jamais dans la bonne direction. Macron précède tout le monde, mais en faisant un pas de danse un peu foireux. Mais en France, comme partout en Europe, je crois qu'on traverse beaucoup de réalités. Moi, je suis toujours étonnée quand je parle avec les gens, je suis souvent surprise par leur position, dans un sens ou dans un autre d'ailleurs, hein. Donc à Paris, évidemment, dans le milieu parisien, vous avez ceux qui sont toujours qui s'accrochent à la Macronie ou à Macron ou à son image. Il a été beaucoup lâché quand même, hein, il y a quand même beaucoup de désertion, mais il y en a encore. Donc voilà, il y a plusieurs réalités, plusieurs mondes qui cohabitent. Et c'est vrai qu'il y a une certaine droite qui s'est complètement ralliée à la Macronie et qui maintenant, évidemment, envoie les dérives, mais et qui a du mal à se retourner vers les Républicains, qui est maintenant complètement réduit à presque rien. Donc, ils sont un petit peu coincés. J'en entends qui sont aussi tentés de voter Marion Maréchal aux européennes, parce qu'on paraît-il, on pourrait se lâcher un peu aux européennes, mais par contre, aux présidentielles, il faut être sérieux et il faut voter Macron ou un consort. Oui, J'ai entendu bon. des commentaires comme ça que je trouve. Il faut être sérieux. Donc, ce serait sérieux de voter Marion Maréchal aux européennes et Macron président. Bref. Chacun son Je Hollywood. parle voilà, je fais juste un petit flash sur la bourgeoisie française, sur ce qu'on peut entendre, mais voilà, même au sein de cette bourgeoisie-là, il y a plusieurs. Elle est très, très, je dirais, divisée. En tout cas, pour filer le point dont tu parles, j'ai trouvé le bras de Macron boxeur extrêmement gros. J'étais assez impressionné pour quelqu'un d'aussi peu sportif, Ouais, voir un il y a bras d'autres aussi. où le bras est très chétif, donc vraiment, il s'est développé très rapidement ces derniers temps. C'est le symbole de la France en tant que tel et le symbole de la Macronie par son excès de communication continuelle. Bon, le théâtre, l'URSS, le citoyen, le camarade de l'URSS a dû attendre 70 ans, 70 ans pour sortir du marasme. J'espère que notre enfer sera plus rapide. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y a plus de surmoi, en fait. Alors surtout chez Emmanuel Macron, mais d'autres aussi, hein, quand Bruno Le Maire critique sa propre politique, une sorte de sensation de personnes en roue libre qui n'ont plus le moindre surmoi. Alors ça parle dans tous les sens. Ça ne se rend même plus compte de leur ridicule. C'est assez impressionnant. Et c'est assez déroutant. Moi, à la limite, quelquefois, je suis au-delà de la compréhension. C'est-à-dire que je me dis comment des gens qui ont été placés si haut et qui ont un certain niveau d'études quand même. D'ailleurs, Bruno Le Maire est normalien, parce qu'on n'a pas réussi à être notre président. Et bon, on a compris que c'est pas forcément lié, le niveau d'études et une certaine forme d'intelligence quand même réelle, quotidienne. Mais là, quand même, c'est un peu... Je voulais juste citer, avant qu'on passe
à autre chose, à la politique Je devrais répondre internationale. au normalien. Le normalien est un hyper spécialisé, même s'il a une formation assez, en partie transversale. Oui, Il doit être, c'est quelqu'un qui n'aurait jamais dû quitter un livre ou une maison d'édition. C'est quelqu'un qui a été éduqué en lettres. Ce côté élitaire, la française, de créer une élite à la base de gens qui ont passé des examens quand ils avaient 25 ans, mm, c'est peut-être pas la meilleure école de la vie. Je suis désolé, cette situation, elle est la théâtralité. Et peut-être que la France a un rôle à jouer à l'échelle mondiale parce que elle incarne par le théâtre son théâtre intérieur, peut-être les états du monde. Avant je pensais parler du côté un peu galéjade de la réputation française par sa compagne, avant de transitionner vers l'Ukraine. Est-ce que ça te convient oui, que... vas-y. Non, commence par ton point, mais après j'allais parler de Non, je voulais juste citer un Weds. article de Jean-Marc Daniel sur le libre-échange, puisque c'est un des grands sujets aujourd'hui. Est-ce qu'on a été trop loin dans tous ces accords de libre-échange? Évidemment, chez nous, on aurait tendance à dire que oui, mais c'est un débat que j'aimerais bien avoir sur la zone libre avec quelqu'un qui serait absolument, totalement pour le libre-échange, comme Monsieur Jean-Marc Daniel, qui nous explique que toute personne contre le libre-échange est totalement réactionnaire. Il utilise le mot de régressif. Le protectionnisme est par essence régressif. Et qui nous dit qu'en effet, l'Europe l'Europe tire toute sa richesse du libre-échange, mais peut-être pas la France, en l'occurrence. Et on va peut-être pas lancer le débat maintenant, mais c'est un débat, je pense que c'est un des débats principaux aujourd'hui économiques, parce que ça divise absolument, je pense. C'est le débat qui divise le monde économique aujourd'hui. En Après les Europe. révoltes des agriculteurs qui sont très, très, très atteints par le libre-échange, puisque je pense que les accords de libre-échange sont beaucoup sur l'agriculture et il s'agit de sacrifier l'agriculture au nom du libre-échange, au nom des intérêts d'autres, de nos exportations, par exemple. Ne Exportations rentrons pas d'emplois, dans ce débat, principalement. effectivement, mais rappelons-nous que les gens qui nous ont vendu le libéralisme le plus brutal après la Deuxième Guerre mondiale sont parmi les plus grands pratiquants du protectionnisme. Évitons de les nommer parce Bah, si, que nomme-les plutôt, peut-être, non? Justement. les Américains, les Oui, oui, Américains. oui, 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 bien sûr. Oui, oui. Oui. Donc moi je trouve ça tout à fait charmant. Je suis content que ce monsieur se paye des très bons restaurants à Paris. C'est charmant. C'est Non, charmant. pour lui, si on a un déficit de commerce extérieur, c'est qu'on ne travaille pas assez. Alors ça, c'est vrai que c'est peut-être pas complètement faux, et que ce n'est absolument pas lié au libre-échange. Bien sûr, alors là, il ferme complètement la conversation. Donne-moi 3 dimensions, je te ferai un éléphant. Donne-moi-en une quatrième, je lui ferai remuer la queue. L'avantage de l'économie, c'est que tu pratiques suffisamment des modèles pour en comprendre les limites. Mmh. Je peux te modéliser un monde incroyablement efficace sans libre-échange, avec sur la Lune, sur Mars, tout ça, c'est très sympathique. On voit quand même dans le monde, on peut comparer certains pays. Certes, tous les pays ne restent que comparables de façon assez limitée. Bon, il faudrait faire toute émission là-dessus. Je te propose Oui, il peut-être faudrait faire de une émission, lancer. je pense que c'est vraiment important. Et On là, va je termine rester sur sur cette phrase, l'actualité. il cite l'économiste américain James Tobin, et qui dit cette phrase: «Les économistes sont pour le libre-échange et les hommes politiques sont pour le protectionnisme». Je crois que tout est là-dedans. Un homme Oui, mais politique qui a une oui, Tobin est quelqu'un qui a inventé une taxe à l'échelle mondiale sur oui, les en effet, transactions financières, donc en effet. Mmh. qui est une forme de rétention. En effet. Pour moi, les Mais toute la libéraux, ils question est sont... là. Est-ce qu'on se base sur un point de vue politique, c'est-à-dire défense des intérêts nationaux, ou sur un point de vue économique qui, lui, a une vision forcément beaucoup plus mondialisée? Alors, Flavie, en fait, à partir du moment où les 2 camps n'ont pas les mêmes intérêts, évidemment, on ne parle pas sur les mêmes bases. Voilà. Flavie, je te propose solennellement de D'accord. faire un débat à deux sur ce sujet, le sujet du libéralisme et de ton article, qui en permettra d'en faire un peu la promotion, un article qui le mérite, et de rester sur la revue d'actu juste pour le dernier quart d'heure qui nous reste. Et Oui, on en parlera avec avançons. grand plaisir. Bon, pour alléger le sujet et alléger la conversation, allons sur l'image de la France à l'international. Une certaine Candice Owens, une Candace, figure Candace. En gros, c'est Candace pour franciser, a parlé d'une fameuse théorie du complot sur la masculinité d'un certain Jean-Michel Trogneux qui serait le compagnon ou la compagne, je ne veux absolument pas me faire embêter par les LGBT, de Monsieur le Président.
on voit quand même que soit à l'échelle mondiale, les modalités, la décence, les façons de faire ont beaucoup changé, soit cette affaire est vraie, imaginons la folie. En tout cas, on voit que on parlait de la politique intérieure, de son côté un peu désordonné, on voit qu'à l'échelle mondiale, la France prend encore un coup aux États-Unis et ça semble rayonner sur le monde. Je trouvais l'information un peu amusante avant de transitionner vers des sujets plus graves. Moi, je n'ai pas d'opinion sur ce sujet. Je déjeunais avec quelqu'un à midi qui n'était pas du tout au courant. Donc, il y a des gens qui ne sont pas au courant en France, absolument pas au courant de cette histoire. Mais j'ai l'impression qu'on en parle plus, en effet, aux États-Unis ou dans d'autres pays que chez nous, où beh, forcément, c'est un petit peu tabou. Quoique, paraît-il, ça égaye pas mal de dîners en ville. Voilà, bon, on va pas s'avancer davantage. On constate que la première dame est très silencieuse, en tout cas, elle ne commente rien. Euh, voilà. Et c'est vrai que c'est une autre façon de ridiculiser la France. Alors que, bon, il ne s'agit pas, parce qu'après, dès qu'on parle de ce sujet, on peut être accusé de transphobie. Hein, ce n'est pas une question de transphobie, c'est une question de rapport à la réalité et de ce qu'on nous vend comme réel ou pas. Voilà. Bon, en tout cas, on remarque quand même que les coups bas sont sortis et que tous les sujets deviennent de plus en plus scabreux. On ne sait pas, on sait pas dans quelle mesure. Moi, je me pose assez simplement la question. Quel est l'intérêt de. C'est une proche de Trump. Quel serait l'intérêt de cette situation, d'évoquer ce sujet-là en politique intérieure américaine? Je ne le comprends pas. Ça a l'air assez sûr d'elle, hein. C'est vrai elle dit qu'elle est prête à parier, à mettre en danger sa carrière pour affirmer Autant ça. c'est quelqu'un d'assez de droite, autant que c'est quelqu'un qui a toujours été très, 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 très méticuleux et droit. Mmh. Bon, je ne sais pas l'utilité de ce move, je trouve ça un peu intriguant néanmoins, même si le Après, sujet quand elle dit que c'est est... un des événements politiques les plus importants, je pense pas. Non, mais cette femme te dira: «Je suis l'événement le plus important et quoi que C'est je plutôt fasse, c'est ça, un c'est événement». plutôt ça. Mmh. Après, il y a le fameux dossier, Macron, qui était à Mar-a-Lago, la résidence d'été de Trump, hein. Il y a le fameux dossier dont on parle depuis des mois, que Trump, ricane en disant qu'il a un dossier sur la vie privée de notre président. Donc, peut-être qu'elle a eu accès à ce dossier, je l'ignore. Ah, Voilà. moi, je vais supputer, ça va me permettre une transition. Est-ce que c'est Jean-Michel qui aurait susurré à l'oreille de Macron: «Allons en guerre, attaquons-nous à Poutine, parlons de mettre des troupes françaises au sol», et est-ce que ce serait pour ça, au final, que les Américains se lâchent sur Macron? C'est une transition excessive et amusante pour aller vers ce qui se passe un peu à l'Est, qui rend les esprits assez fous. J'ai entendu énormément de personnes comme euh, Mearsheimer ou des politiciens internationaux importants s'inquiéter quand même pour reprendre la phrase de Clausewitz, de la montée aux tensions, de la montée aux extrêmes, pardon. Je sais pas comment toi tu le vois, mais j'ai l'impression quand même que le bain ukrainien n'est pas de grande qualité pour ceux qui le prennent. T'as coupé le son, hein. Désolée, j'ai coupé le son, pardon. Oui, je tiens à dire que comme je suis devant mon fil d'actualité, je dis à nos téléspectateurs qu'il y a une fusillade qui a éclaté dans un théâtre à Moscou. Il y a déjà des morts, donc a priori c'est une attaque terroriste, mais j'ai pas le temps de lire l'article plus précisément. On en parlera la semaine prochaine avec grand plaisir. Voilà. Sur l'Ukraine, Nord Stream aussi, j'ai vu passer aussi assez rapidement qu'a priori, on a la preuve que ce serait un sabotage ukrainien. Tu Ah, as vu passer ukrainien. ça, David? Oui, j'ai vu Pujadas en parler même. Mais voilà, Donc, Pujadas en parlait effectivement, on exactement. voit que le mainstream commence à parler de ce sujet qui est assez difficile, cette Donc, histoire de mainstream. c'était quand même un C'est un sujet acte tabou de depuis des guerre, mois. hein. C'est un acte de guerre. Mmh. Il faut quand même mettre tous les actes dans la balance et ne pas se fermer les yeux. Cette affaire Nord Stream est quand même très particulière. Donc, effectivement, Donc on a cru que c'était, on a cru un moment que c'était on a peut-être éventuellement annoncé. les Américains. Bon, après Ah, c'est ce sont les Ukrainiens, le grand journaliste dont j'ai oublié le nom, qui avait couvert le Vietnam et qui considérait qu'il y a eu le prix Pulitzer, qui avait lui-même dit que c'était les Américains.
Bon, Ah oui. il disait pas que c'était précisément des actes américains, mais que c'était dans la sphère, du Mmh. commandité américain. Ouais. Oui, je vois Bon, en effet, ça me paraît dans la je vois qui continuité c'est, des je vois faits, son nom aussi. éventuellement. J'ai Mmh. entendu, ça c'est Kagan lui-même dire que: «Nous gérons l'Ukraine comme une colonie». Bon, phrase à conditionner évidemment, Mmh. parce que c'est simplement aussi une part de communication. On voit Mmh. néanmoins que Washington est très investi en Ukraine, même si, il semblerait que mettre 60 milliards de plus soit trop difficile pour le moment. Bon, on verra. Bah, moi, je voudrais juste, faire 2-3 petites réflexions rapides. Il y a les fameux 16 milliards, ça c'est notre, Florian Philippot national qui a mentionné ça dans une de ses émissions. 16 milliards d'euros qui avaient été versés à l'Ukraine en 2022. Il n'y a aucune trace de ces 16 milliards, selon Florian Philippot. Donc où sont-ils passés? Dans des structures mafieuses? C'est la question qu'on se pose. Dans des Et écoles pardon? dans des écoles et dans les dispensaires. Et alors que non, bon, alors que ce sont des sommes dont on aurait besoin en France si elles n'étaient pas parties, en tout cas pour rien. Voilà, ça c'était des vraies questions quand même à poser, mais enfin, on ne sait même plus à qui les poser. Aussi rapidement, sur les plateaux télé. Comme il nous reste 8 minutes, je te propose de rester sur l'Ukraine et de garder les élections européennes pour la semaine prochaine. Non, oui, et je voudrais juste dire un petit mot sur Israël aussi, donc Non, mais il nous reste du temps, je dis juste on va garder les élections mmh. européennes pour la prochaine fois. Oui, je sais pas, aussi, le discours d'Attal que j'ai trouvé assez, enfin je peux pas je l'ai écouté une fois, donc j'ai juste retenu que si, on laissait la Russie gagner, elle n'aurait plus de blé ukrainien. Moi, je ne comprends pas pourquoi on a besoin de blé ukrainien vu que nous sommes une des nations les plus agricoles, aussi, du monde. Et que nous aurions plein de réfugiés ukrainiens, parce que ça, on fait peur à la droite, sachant qu'il y a déjà plus du tout de réfugiés ukrainiens. Parmi tous les migrants ou réfugiés qui arrivent chez nous, les Ukrainiens sont en nombre complètement résiduel. Donc j'aime bien, ils agitent les peurs de tous les côtés et ce ne sont que absolument des contre-vérités. Et moi, si je peux réagir, moi, ce qui m'étonne, on ne sait jamais comment se placer pour entendre ce gouvernement qui effectivement, Macron, en même temps, qui vient, entre guillemets, du nudge, qui sont des méthodes, entre guillemets, pour parler au cerveau primitif des gens, et c'est très efficace. Le en même temps permet de dire il pleut, il ne pleut pas. Mmh. C'est formidable. Soyez heureux, ceux qui n'aiment pas la pluie sont contents, ceux qui aiment la pluie le sont aussi. C'est assez formidable. Néanmoins, on ne peut pas s'empêcher d'entendre, et peut-être qu'on psychanalyse trop, qu'une réponse aux agriculteurs. On a vu la gravité de la crise agricole, qui était quand même un des mouvements sociaux les plus importants après les Gilets jaunes. On vous dit, mais gens de personne, vous ne servez à rien. Le blé vient d'Ukraine. Oui, c'est surtout ça. C'est-à-dire, après avoir été frimé sur les bottes de foin, oser dire qu'une défaite ukrainienne nous enlèverait du blé ukrainien, alors qu'il a tenu un discours qu'il n'a pas tenu évidemment. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a plus, et là je parlais de surmoi tout à l'heure, tu peux dire absolument une chose, mais sur des sujets aussi graves, hein, avec, enfin, je sais pas, Bah, c'est si la je peux me permettre consommation. ma lecture, ce sont des gens qui font que de la com, qui ont Oui, mais à un moment, la des tonnes com, de personnes qui font des fiches. il faut être un peu bon, parce que là, on peut Oui, pas mais je pense qu'il n'a pas se le temps de relire dédire ses fiches. Il n'a pas le aussi temps de relire rapidement. ses fiches. Il relit pas les fiches, il n'a pas le temps. Ça l'indiffère. On lui dit qu'on a calculé que c'était un bon coup médiatique. Ça ne va pas beaucoup plus loin. Je crois que malheureusement, merci. On en est là. Il n'y a pas grand-chose d'intelligent. Il y a une grande continuité dans cette revue de presse qui était un peu chaotique. C'est qu'en fait, on est dans le n'importe quoi parce qu'on a une courte vue, on n'a pas de vision. Même s'il est idiote, vaut mieux avoir un projet à 10 ans, parce qu'au moins ça te donne une orientation. On est dans Macron, il pense à ce qu'il va manger au petit déjeuner demain, faire demain, et après il ne sait pas. Attal, il imite Macron et ses différents proches au sein du gouvernement, et ça s'arrête, quoi. Je voulais aussi parler des plateaux télévision que je regarde un petit peu, des émissions sur les services publics, hein, des plateaux de débat, qui sont censés être des plateaux de débat, mais en général, il y a 6 personnes pour la guerre et une personne qui essaye de tamiser un peu le discours, des personnes comme, Pascal Boniface
ou Pierre Lelouch, qui sont en minorité, donc qui sont assez isolés en général. Et je remarquais que même quelqu'un comme Pierre Lelouch avait beaucoup atténué son discours et qu'il était très en minorité. Donc là, il y a vraiment des discours très pro-guerre sur les plateaux. Et en même temps, on nous dit qu'on a à peu près 1 heure d'obus, qu'on n'a presque pas de munitions et 1 heure d'obus. Alors je voudrais savoir comment, concrètement, je voudrais comprendre comment concrètement ces journalistes qui sont pour la guerre, sans compter y aller eux-mêmes, bien sûr, voilà, quels sont leurs arrières pour être aussi sûrs d'eux. On parle. C'est l'avantage, peut-être c'est une énorme chance en fait qu'on n'ait pas les moyens de nos propos. En Europe de l'Ouest, on parle. On parle beaucoup. On peut parler de tout. On peut s'imaginer sur Mars, faire la guerre aux aliens. On parle. Alors, il y a aussi, je t'interromps pas là, parce que je pensais aussi encore. J'ai écouté Piotr Tolstoï tout à l'heure, donc qui est le président de la Douma, je crois, le petit-fils de Léon Tolstoï, qui parle un français parfait, et qui répondait à un journaliste de BFM, qui n'était pas très malin, certes, et qui essayait de lui demander « Mais pourquoi vous nous détestez la France et l'Europe, etc. » Bon, il avait certains arguments, mais il était très offensif. Il a évoqué évidemment les accords qui n'étaient pas respectés, sans vraiment préciser les accords de Minsk, et le fait que la France, avec les États-Unis, était d'une certaine façon en guerre avec la Russie depuis longtemps, enfin en conflit en tout cas. Mais je trouve qu'ils n'ont pas une très bonne communication, c'est vrai qu'ils sont très offensifs. Et quand ils parlent de décadence de notre pays ou de l'Europe, et spécialement de la France et de notre gouvernement, c'est vrai qu'ils avancent l'homosexualité de Gabriel Attal. Je ne suis pas sûre que ce soit extrêmement judicieux. Je ne suis pas d'accord avec toi, par exemple. Je pense pas. Je suis pas d'accord avec toi, dans le sens où malheureusement, il va falloir conscientiser en Occident que nous sommes 10% de la planète et que nos perspectives sur le monde ne sont pas partagées avec les 90 autres pourcents. Je termine un instant. Et que en fait, nous n'avons plus de dialogue avec le reste du monde. Plus aucun dialogue. Nous sommes retournés vers nous-mêmes. Quoi que ce monsieur nous dise, on dira Hitler, Poutine. Vous savez, comment négocier avec qui que ce soit que vous avez qualifié d'Hitler? Vous ne pouvez pas négocier avec Hitler. La morale n'existe plus. La morale écrase tout. Donc en fait, je crains malheureusement que nous soyons encore instrumentalisés dans cette Non, mais là-dessus, je suis d'accord avec toi, David, c'est pas exactement ça que je disais. Je disais que je pense que les Russes ont quand même une communication assez patapouf, qui fait un peu guerre froide. La réponse est qu'ils se moquent. Il faudrait quand même qu'ils engagent Ils ont raison, je crois, de se moquer de ce qu'on pense, de ce qu'ils disent. Ils ne parlent pas à nous, ils parlent au monde. Oui. Et en fait, ça, il va falloir peut-être, en tant qu'occidental... Oui, ils parlent au monde, mais ils peuvent aussi parler à nous. Ce ne serait pas inutile. Non. Parler, en tout cas, à la population française. Non, ça ne sert à rien. Je crois que ça ne sert à rien, honnêtement. Je pense qu'il ne sert à rien de parler à l'Occident. L'Occident a besoin d'aller au bout de son nihilisme. Il faut mieux parler à 8 milliards de personnes qu'à 1 milliard de personnes qui ne connaissent rien du monde et qui sont focalisées sur leurs propres petits problèmes. Moi, je pense que c'est bien joué. Ouais. Non, je pense qu'on peut parler de décadence de l'Occident. Il y a plein de choses à dire sur cette décadence-là. Après, qu'un ministre soit homosexuel, c'est pas un argument. Après, l'argument qu'il avançait après, un peu plus en avant, c'était de dire que l'homosexualité n'était pas réprimée en Russie, mais qu'il n'était pas permis d'en faire une propagande. Ça, c'était déjà plus entendable. Mais voilà, il était assez agressif. Je pense que c'était pas la meilleure communication. Au-delà de ce que j'ai dit précédemment, il ne faut pas s'étonner que, vu ce que nous on dit, il y a une radicalisation en face. Oui, bien sûr. Ça s'appelle la montée aux extrêmes, et c'est tout à fait normal. Quand on insulte les gens, ils vous répondent. Et ils vous répondent bassement, parce que c'est bas d'insulter. Tu veux très vite survoler la question israélienne et puis Oui, je terminais juste sur un petit sujet aussi, parce que je regarde beaucoup les émissions de plateau mainstream, et aussi certaines émissions sur l'Ukraine, sur Arte par exemple, et j'ai regardé une émission sur Navalny,
Et ce que j'ai regardé qu'une partie, en fait, hein. Ce que je veux dire, c'est que moi, je veux bien qu'on me raconte que Poutine est corrompu et que Navalny est un héros. Seulement, le problème de ces reportages, c'est qu'ils sont totalement vides et superficiels. On voit Navalny haranguer une foule qui n'est pas vraiment une foule, à Moscou d'ailleurs, en disant Poutine corrompu, il faut qu'il parte, et tout le monde, ouais. Mais il n'y a rien, il n'y a pas de. Il y a rien à manger, quoi. Il n'y a pas de biscuits, il n'y a rien. La corruption, ok, laquelle? Et je tenais juste à dire, alors ça, c'est un sujet très compliqué à aborder, mais qu'il y a 2 types de corruption. Je pense qu'en effet, Poutine s'est enrichi certainement. Après, pareil, je voudrais bien qu'on m'apporte un petit peu plus de. Et il y a une 2e type de corruption qui est celui de vendre son pays à l'encan, comme ce qui se passe en Ukraine avec la vente des terres agricoles à des grandes multinationales américaines pour la plupart. Ce qui, je ne crois pas. Je ne crois pas que c'est ce qu'a fait Poutine en Russie. Voilà. Et ça, ce sont des sujets qui ne sont pas abordés dans ces émissions. Je propose de faire il serait intéressant de faire un tout petit sujet, effectivement, peut-être juste de 20 minutes, une demi-heure, sur les éléments grossiers de la propagande pour les déconstruire, pour reprendre un terme à la mode. Et effectivement, tu fais bien de le dire. Bon, disons quand même que l'invasion russe était inadmissible et qu'il est très très mal de faire la guerre et d'être très très méchant. Néanmoins, bon, ce sont des sujets à traiter un peu en profondeur. Bon, malheureusement, le temps nous est compté. Moi-même, j'ai des bombes qui m'attendent, donc je vous remercie. Attends, mais on devait parler juste d'Israël rapidement. Semaine prochaine. Bon. Ça s'appelle le temps, madame. Il faut respecter le timing, quoi. Quand on veut mettre trop de sujets dans un sujet, on termine déçu et frustré. Ça, c'est la vie. Madame, je vous remercie grandement pour cette invitation. Je remercie Noah pour la régie. Je tiens à souligner que la revue Disruption est en bel avancement et que la chaîne aussi, la zone libre, prendra un peu plus d'élan prochainement. Je serai content de faire partie de cette aventure. Je remercie une femme formidable et extrêmement instruite sur les différents sujets d'actualité, d'avoir tenu la barre avec moi. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, Aurélie. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, David.